Aymeric Caron, bonjour. Bonjour Hervé Kempf. En septembre, vous avez publié une tribune dans laquelle vous disiez, en gros, vous écriviez « Le Front républicain, pour moi, c'est fini ». Est-ce que vous pouvez expliquer cette position surprenante? Elle est a priori surprenante puisque je suis un adversaire de l'extrême droite depuis mon adolescence. Moi, j'ai été élevé dans les années « Touche pas à mon pote », j'ai vu la montée du Front National, de Jean-Marie Le Pen, et je l'ai vécu comme quelque chose d'absolument terrifiant lorsque j'avais 10, 12, 13, 14 ans, et que je voyais ses premières apparitions à la télévision, que je comprenais les liens qu'il avait avec, effectivement, le fascisme, avec les choses les plus horribles, le racisme, la xénophobie, la violence, bref. J'ai donc été toute ma vie un militant forcené contre les idées d'extrême droite. Et c'est vrai que... Et donc évidemment, j'ai fait le Front républicain chaque fois qu'on me l'a demandé, ou en tout cas que les circonstances me le demandaient. Et j'ai trouvé aussi que c'était une très bonne nouvelle qu'il puisse exister de manière très solide du côté de la gauche, de manière un petit peu moins solide du côté de la droite lors de ces dernières élections législatives. C'était rassurant. En ce qui me concerne, surtout après 2 années à l'Assemblée où il m'avait semblé que la Macronie donnait des signes d'essoufflement pour le moins quant à sa volonté de lutter contre l'extrême droite, de s'en séparer, puisqu'au contraire on n'avait vu que des rapprochements. Donc tout à coup, même si c'était un petit peu du bout des lèvres qui reconnaissent la nécessité et l'utilité du Front républicain, ça me semblait rassurant. Du Front républicain, donc du désistement au 2e tour des élections législatives, pour le candidat non RN, même s'il est de droite quand on est de gauche ou de gauche quand on est de droite. Oui, le Front républicain, c'est ça. Le concept, c'est de dire, peu importe si en face de vous, vous avez un adversaire politique, quelqu'un dont vous détestez le programme économique, dont vous avez combattu dans l'hémicycle ou ailleurs les idées, à partir du moment où il n'est pas Front National ou Rassemblement National et qu'il est opposé à un candidat du Front National ou du Rassemblement National, vous allez privilégier son élection. Et c'est donc la reconnaissance qu'il y a quelque chose qui unirait toute une partie de la classe politique dans ce pays autour de valeurs, alors qu'on appelle républicaines, mais je trouve que le terme est très galvaudé parce qu'on peut mettre un peu n'importe quoi là-dedans, donc j'irais plutôt des valeurs humanistes. En fait, ce serait plus un front humaniste. C'est, malgré toutes les oppositions que nous avons sur des sujets essentiels, il y a un socle qui nous unit et qu'on doit rappeler dès que le néofascisme surgit. Bon. Donc ça m'est toujours apparu comme quelque chose de normal. Et puis c'est vrai que les événements des dernières semaines m'ont amené à considérer que le Front républicain, avec les partenaires de la droite que nous connaissons aujourd'hui, c'est donc les macronistes et les LR, peut-être qu'un jour ce personnel changera, qu'il se renouvellera, et que dans ce cas-là, ma réflexion évoluera à nouveau, mais que ceux-là, ceux qui ont trahi le vote des législatives, qui ont trahi leurs promesses du Front républicain en réalité. Parce que le Front républicain, il n'était pas censé s'arrêter au soir du second tour. Le Front républicain, il a des implications. Une fois qu'on a la composition du nouvel hémicycle, le Front républicain est censé continuer. Ou alors, ça n'est effectivement qu'un stratagème électoral. Et donc ne pas nommer un Premier ministre, Michel Barnier, issu... Et ne pas donner un Premier ministre, Michel Barnier. Mais le Front républicain nous a amené à faire des choses quand même qui ont demandé... d'être très rigoureux dans notre morale, dans notre éthique, lorsque tout à coup, on accepte de dire au candidat du nouveau Front populaire, qui est un candidat LFI face à Elisabeth Borne, de se retirer pour faire élire Elisabeth Borne, que nous avons combattu avec véhémence, notamment sur la loi des retraites. Une personne qui nous a insultés pendant 2 ans, qui a dit le pire de nous, que nous n'étions pas dans l'arc républicain, etc. Et néanmoins, si on ne se désiste pas, elle est battue. Bon, et alors... Bref. Et donc, c'est pour dire, voilà, ça va très loin le concept. Et effectivement, compte tenu des événements récents, ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître paradoxal, mais moi, il m'apparaît aujourd'hui comme une priorité politique pour sauver la démocratie, précisément de dire, on annonce dès à présent qu'il n'y aura plus de front républicain pour sauver des candidats macronistes ou LR lors de prochaines élections, que ce soit des législatives ou que ce soit la présidentielle. C'est-à-dire que les gauches et les écologistes, s'ils vous suivaient, que la gauche et les écologistes, s'ils vous suivaient, ne voteraient pas au 2e tour pour un candidat de la droite
ou des macronistes, qui est à peu près pareil, Ouais, bah oui. mais au risque de laisser Absolument. le candidat du RN l'emporter. Oui, en disant en tout cas, nous ne voulons plus être l'instrument d'une mascarade qui en réalité abîme désormais, ce n'était pas le cas forcément aux élections présentes, et encore que, on va en pouvoir en reparler, qui abîme foncièrement l'exercice démocratique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a fait ces dernières campagnes électorales, qui nous a permis de mobiliser beaucoup de gens qui n'avaient pas voté aux élections précédentes, puisqu'on a eu un taux de participation très fort au deuxième tour, on a rencontré beaucoup de gens qui nous disaient « Non, non, moi je ne vote plus », ou alors « Je n'ai jamais voté, je ne compte pas voter ». On les a mobilisés en leur faisant la promesse que leur vote servirait à quelque chose. Et c'est des gens qui déjà avaient énormément de doutes sur l'efficacité des urnes. Les plus anciens avaient en mémoire 2005, le référendum sur le traité constitutionnel européen, et ils se souvenaient que leur vote avait été complètement dénié, complètement effacé par Nicolas Sarkozy 2 ans plus tard. Et ça avait déjà profondément abîmé la démocratie. Et donc là, on essayait de redonner espoir à tous ces gens. Et lorsqu'ils constatent aujourd'hui que le résultat très concret du vote, finalement, tu l'as dit Hervé, c'est un Premier ministre issu d'un parti qui a fait 6% aux législatives, qui a fait moins de 5% à la dernière présidentielle, qui n'a pas choisi d'observer le Front républicain, et c'est lui qui est en train de composer son gouvernement avec l'accord de l'extrême droite, celle-là même qu'on était censé combattre et battre tous ensemble, et qui d'ailleurs a été battue. Donc non seulement l'extrême droite a été battue, et c'est quoi sa récompense ? C'est qu'elle est arbitre aujourd'hui de la composition du gouvernement. Donc c'est absolument sidérant. Donc, mais ça veut dire que vous ne faites pas de différence entre M. Bardella et M. Barnier comme Premier ministre ? Alors, je fais une différence dans la personnalité, dans le parcours, dans le programme qui est défendu officiellement. Mais à partir du moment où on accepte de s'acoquiner, de se soumettre d'une certaine manière à l'extrême droite, de faire valider les noms de son gouvernement par l'extrême droite, eh bien on devient un complice, on devient collaborateur d'une certaine manière d'un glissement vers le néofascisme. Et on ne peut pas voter, on ne peut plus voter pour des gens qui sous le prétexte, une fois de plus, de dire on refuse le néofascisme, des gens qui en réalité s'en accoquinent très bien juste après le vote. C'est une trahison non seulement du pacte qu'on venait de signer, mais c'est une trahison également de tous ceux et de toutes celles qui sont allés se déplacer aux urnes. Je ne dis pas qu'ils sont identiques, Barnier et Bardella, ils ne sont pas identiques, mais leur pacte en fait des alliés qui désormais fusionnent d'une certaine manière leurs agendas politiques. Vous n'avez pas l'espoir qu'un gouvernement Barnier dont la fragilité va apparaître assez rapidement très grande et va créer une instabilité politique qui permettrait éventuellement à la gauche et aux écologistes unis de jouer une partition progressiste, c'est quand même différent de si Johan Bardella avait été élu Premier ministre avec une majorité importante à l'Assemblée nationale. Oui. Honnêtement, le fait que l'extrême droite arrive au pouvoir, ça me terrorise. C'est quelque chose que... C'est un cauchemar, c'est mon cauchemar d'adolescent qui se réaliserait. Mais nous sommes des responsables politiques. On doit donc aller au-delà de ces peurs personnelles. On doit réfléchir de manière collective par rapport au bien-être collectif. Si je dois combattre un adversaire, je préfère aujourd'hui combattre l'original, l'extrême droite originale, plutôt que l'ersatz, c'est-à-dire des gens qui se présentent comme des républicains, puis qui en réalité valident leur politique dans les textes de loi qui nous font signer, et puis qui maintenant s'allient avec eux. Et je vais vous dire, il y a quand même quelque chose qui me gêne terriblement dans l'acceptation de Michel Barnier, l'acceptation de sa nomination, et puis dans celle qui va advenir d'un certain nombre de ministres, c'est le simple fait qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de gêne pour eux d'accepter de gouverner. Ils savent qu'ils sont ultra minoritaires dans le pays, ils savent qu'ils ne représentent pas plus de 5% des électeurs, et pourtant, ils sont là, on les voit dans les télévisions, je vois M. Wauquiez, je vois les autres, en train de se répartir les postes, alors qu'ils ne représentent rien. Et en cela, ce ne sont pas des démocrates. Et donc, effectivement, je fais de moins en moins de nuances, puisque la question quand on vote dans un front républicain, c'est bien évidemment de sauver la démocratie, sauver nos valeurs républicaines, mais justement, il piétine la démocratie en prenant le pouvoir de cette manière-là, en ayant zéro légitimité démocratique. Est-ce que c'était le moment de prendre cette position ?
Pourquoi l'avoir prise à ce moment-là? Je le fais maintenant pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qui est en train de se passer, qui est un hold-up démocratique, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus une démocratie pleine, même si nous ne l'avons jamais été totalement, mais aujourd'hui, de manière très claire, Macron a choisi l'autocratie. Et je n'hésite pas même à dire que nous entrons désormais dans une dictature feutrée. Je dis à dessein feutrée, puisque je ne compare pas ce qui se passe chez nous à ce qui peut se passer dans des dictatures qui ont été historiquement revendiquées et identifiées comme telles. On est dans une période où nous sommes tous encore parfaitement conscients de ce qui est en train de se passer. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même une tendance à l'oubli dans l'électorat. On oublie que telle personne a été condamnée 5 fois, puis on lui accorde à nouveau sa confiance. On oublie qu'il y a eu un scandale démocratique il y a 6 mois, il y a 1 an, 2 ans. On oublie, puis finalement, on fait un vote qui ne correspond pas forcément à ce qu'il devrait être. Et donc, c'est maintenant, au moment où c'est très frais, au moment où la violence politique est en train d'éclater devant nous, qu'on doit poser ça comme une règle très forte. En disant, je vous le dis maintenant, vous savez très bien pourquoi je vous le dis, et dans 1 an, je n'aurai pas changé d'avis. Puisqu'il y aura toujours des arguments qui pourront surgir pour dire « Oui, mais quand même, nous, on n'est quand même pas aussi terrible que... » etc. Non, ça ne vaudra pas. Et c'est une manière aussi de dire aux macronistes et à la droite plus classique, de leur dire « Vous qui avez compté sur ce stratagème pour rester au pouvoir, très honnêtement, la gauche l'a fait aussi à une époque. » Mais là c'est de dire « On vous prévient tout de suite, laissez tomber, ça n'arrivera plus. » Et je pense que on constate que la droite macroniste, que moi je considère comme la droite libérale dure, je ne la considère pas du tout comme un centre, c'est complètement faux. Donc en tout cas, puis de toute façon macroniste LR, en réalité c'est kiff-kiff. Bon bref, donc toute cette droite libérale, aujourd'hui, est écrabouillée dans le pays. Et qu'elle ne peut survivre que justement grâce à des moments politiques comme ceux-ci, qui sont des moments de trahison démocratique. Comment est-ce que votre d'insincérité, et que donc, je pense qu'il faut que nous créions les conditions pour que l'affrontement dans les urnes soit désormais entre l'extrême droite et les démocrates, c'est-à-dire le camp de la gauche et de l'écologie. Comment cette prise de position a-t-elle été reçue parmi vos camarades de LFI et parmi le Parti socialiste et les écologistes? Je n'ai eu aucun écho. Personne ne m'a envoyé de message pour le commenter. J'ai vu sur Twitter la réaction d'un élu local de Génération, donc le mouvement qui doit être d'ailleurs ici, j'imagine, qui siège à l'Assemblée dans le groupe des écologistes, le mouvement de Benoît Hamon, et qui était très très critique, qui dit « ça y est, Caron a basculé à l'extrême droite ». Donc on était dans la caricature totale, même pas une caricature, c'est carrément le contresens complet de ma démarche, puisque l'idée c'est précisément d'essayer de sauver la démocratie pendant qu'elle peut l'être, pour que les gens ne désertent pas les urnes. C'est-à-dire que votre hypothèse, c'est que quand la dissolution arriverait, d'ici 1 an... Pardon ? Votre hypothèse, c'est que quand la dissolution de l'Assemblée nationale arriverait d'ici 1 an, moins d'1 an maintenant, et qu'on serait toujours au scrutin majoritaire, le fait d'afficher dès le début qu'il n'y aurait pas de front républicain, c'est-à-dire de désistement pour un candidat de droite face au RN, renforcerait la gauche et serait entendu par les électrices et les électeurs pour dire « Ok, on vote du premier coup pour LFI, le Parti socialiste, les écologistes et pourquoi pas le Parti communiste ». Ça peut être une des conséquences, mais sachant que dans ma démarche, je ne fais pas un calcul électoraliste. Je fais vraiment un calcul moral. Et je m'interroge sur les moyens, une fois de plus, de sauver les piliers de notre démocratie. Et j'en suis arrivé, une fois de plus, à la conclusion que le Front républicain, lorsqu'il produit le résultat qu'il produit, dégoûte les gens du vote, détourne les gens des urnes, dégoûte les gens de l'exercice démocratique. Donc c'est rassurer les gens en leur disant non, cette fois-ci on va faire les choses dans cet ordre-là, ça va se passer comme ça, et il en sortira ce qu'il doit en sortir. Maintenant attention, je dis, si vous êtes un électeur de la gauche et de l'écologie, n'allez plus voter pour un parti qui vous dégoûte, juste pour éviter le Rassemblement national, puisque vous aurez les idées du Rassemblement national à la fin tout de même. En revanche, des gens qui ont pour habitude de voter pour les partis macronistes ou pour LR, eux, auront rendez-vous avec leur conscience. Rien ne les empêchera, eux, à un deuxième tour qui opposera un candidat RN à un candidat du Nouveau Front Populaire, de dire « Moi, je le fais dans ma tête, mon Front républicain.
Parce que nous n'avons pas trahi. Nous ne sommes pas compromis avec l'extrême droite. Et je sais que dans la droite classique, il y a des vrais républicains qui ne sont pas xénophobes, qui ne veulent pas de politique violente, qui veulent une préservation de la culture, de la diversité, etc. Ça existe. Donc, il pourra toujours y avoir un front républicain, mais qui soit à échelle personnelle et qui ne soit pas dicté par des partis politiques. Un autre débat agite la gauche depuis quelques semaines et a éclaté, quelques mois même, a éclaté en septembre 2024. La position entre deux personnes, entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, mais surtout entre deux idées stratégiques. Pour l'un, il faudrait que la gauche parle beaucoup plus clairement et nettement en direction des qu'on appelle classes populaires, du rural, des petites villes, des ouvriers, des paysans, et une autre position qui dirait on se concentre sur les jeunes, sur les quartiers populaires et finalement sur les milieux urbains. Qu'est-ce que vous pensez de cette discussion qui a pris un tour au demeurant extrêmement brutal et acerbe? Je vais vous répondre avec franchise. Oui, ça serait bien. Oui. Je vais te répondre, puisqu'on se tutoie, on ne va pas faire semblant de se... J'ai de l'affection pour François. Ruffin. On a discuté, avant qu'il s'en aille du groupe, plusieurs fois, de la manière dont il envisageait les choses dans notre groupe et de manière plus générale. Moi, je pense qu'il fait fausse route. Et que le fait qu'il ait un agenda personnel, il a des ambitions. Présidentielles. Et je ne lui reproche pas. Mais ça fausse sans doute ses analyses. Ça, comment dirais-je, ça oriente certaines de ses sorties médiatiques. Je ne suis pas d'accord lorsqu'il déclare que, une fois de plus, c'est important de le repréciser, je suis donc du parti Révolution écologique pour le vivant, que j'ai fondé, je suis un élu rêve et je suis apparenté à la France insoumise à l'Assemblée nationale. Donc ce sont mes amis, ce sont mes alliés, mais je vis avec eux. Je discute avec eux. Je m'oppose parfois à certaines orientations majoritaires dans le groupe. Et je ne suis pas d'accord avec l'analyse que François fait. Oui, mais pourquoi? Et c'est ce que je vais dire. Non, j'aime bien faire un petit préambule un peu long. Pour, oui, ça prépare, tu vois, un peu long. Il y a un petit effet de suspense. On dit, mais il va où? Mais pourquoi? Avec franchise, mais par de longs chemins. J'ai trouvé très injuste la présentation qu'il a faite hier à la radio de la stratégie de la France insoumise, qui en gros ferait du choix électoraliste, communautariste, en s'appuyant notamment sur la phrase de Jean-Luc qui disait on va se privilégier notre combat, on va se concentrer essentiellement sur les jeunes et les quartiers populaires. Jean-Luc Mélenchon. Quand il dit ça, il n'y a aucune vision communautariste. Moi qui fais toutes les réunions avec la France insoumise, je n'ai jamais entendu le début d'une idée, d'une stratégie qui irait dans le sens de privilégier certaines populations en raison d'origine, en raison de religion. Pas du tout. Moi, ce que j'entends toujours à la France insoumise, ce sont des considérations sociales. Et je trouve même que l'opposition que crée François Ruffin est un petit peu artificielle. On trouve dans les quartiers les plus défavorisés, on trouve des gens de toutes origines, même si bien évidemment il y a des constructions sociales précises, mais néanmoins on trouve des gens de toutes origines. Dans la jeunesse, on trouve des gens de tous. Quand Jean-Luc dit les jeunes, mais les jeunes, c'est pas une question de religion, c'est une tranche d'âge qui aujourd'hui ne se sent pas forcément concernée par l'exercice démocratique, qui pense qu'il vaut mieux s'investir dans des associations, que le monde va changer par l'associatif et non pas par le politique. Donc mais il est très politisé pour autant, ce monde de la jeunesse. Donc, quand Jean-Luc dit qu'il faut aller chercher la jeunesse, il a raison. Il faut l'amener à aller voter. Mais pour ça, il faut précisément qu'il ait l'impression que ça sert à quelque chose de voter. Ça, c'est la première chose. Et donc, François Ruffin a tenu un discours qui presque accrédite certaines thèses de l'extrême droite à notre encontre. Et moi, ça me gêne terriblement. Après, on peut aller... Quelle thèse ça accrédite? Que nous aurions, par exemple, des positionnements politiques en fonction d'un public trié en raison de ses origines.
Moi, ça me choque profondément d'entendre ça, puisque c'est faux. Ça n'a jamais été une stratégie en réunion de groupe, ça n'a jamais été une stratégie sur le terrain, pendant des campagnes électorales, donc ça n'est pas vrai. Mais est-ce que l'on ne constate pas quand même, au résultat des scores électoraux, les cartes électorales après les élections, que, et particulièrement LFI, mais la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire la gauche et les écologistes, sont quand même plus forts dans les grandes villes, dans un certain nombre assez restreint de régions, et que la domination ou la présence très forte du Rassemblement national est beaucoup dans des petites villes, dans des campagnes, dans des périphéries et dans des catégories sociales qui se sentent à tort ou à raison exclues du système industriel, du système économique tel qu'il fonctionne. Et comment est-ce que la gauche, les écologistes ou LFI, et après tout la gauche, c'est ces trois-là, mais il faut rappeler sans arrêt les écologistes aussi, qu'est-ce qu'elle dit à l'intention de ces personnes qui, à tort ou à raison, se retrouvent, enfin plutôt à tort, mais en tout cas elles le font, se sentent attirées par le Rassemblement national sans pour autant être racistes et sans pour autant être fascistes? La question du vote de plus en plus important du Rassemblement national dans des tas de régions, parce que quand on regarde la carte du premier tour des dernières élections législatives, c'est assez effrayant. Moi, je suis né dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Donc, pour moi, ça a toujours été une région éminemment, historiquement socialiste, par exemple. Et maintenant, c'est devenu du RN. Donc, pourquoi l'AFI n'y est pour rien. L'AFI n'existait même pas quand la bascule a commencé à s'opérer. Et c'est une région dans laquelle on trouve, effectivement, c'est une région qui n'est pas très riche, mais qui est sociologiquement mélangée aussi. Donc je pense que, je trouve que l'opposition, les tours et les bourgs, c'est une formule qui sonne bien à l'oreille, mais qui est caricaturale et qui, à mon avis, a le défaut d'oublier beaucoup de subtilité de l'analyse qu'on doit faire aujourd'hui de la progression du vote Rassemblement national. Il y a un bouquin de Tiberge qui vient de sortir, le sociologue, que je suis en train de lire, je ne l'ai pas fini, mais qui essaie de Vincent Tiberge, qui est très intéressant pour savoir est-ce que oui ou non notre pays est vraiment intrinsèquement en train de devenir complètement réactionnaire. Lui, il dit que ce n'est pas vrai. Alors, il vous en parlera mieux que moi, je viens de commencer à le lire. Et il donne, par exemple, comme explication à l'idée qu'on peut avoir ce sentiment, le fait qu'il y a une surdomination des idées réactionnaires de droite, d'extrême droite dans les médias et dans la représentation politique qui s'exprime dans les médias. Mais que ça ne correspond pas en réalité à ce que pensent les Françaises et les Français dans leur fort intérieur. Donc des gens, si toute la journée on leur répète que la solution c'est le Rassemblement national et le Front national, à un moment ils vont commencer à y croire. Donc ça fait partie des choses qui aujourd'hui ne sont pas du tout théorisées par les partis politiques. C'est-à-dire qu'on a, je veux bien qu'on parle de la France des tours, la France des bourgs, machin, et c'est très bien, mais je pense que ça manque singulièrement de subtilité dans l'analyse. Oui, mais est-ce que ça veut dire que les Français et les Françaises seraient fondamentalement alignés sur des valeurs de gauche pour l'essentiel, mais qu'elles seraient réorientées par les médias dominants appartenant aux milliardaires, pour faire simple. Mais dans ce cas-là, d'ici un an, ni Jean-Luc Mélenchon ni François Ruffin n'ont raison, parce que la question, ça serait BFM, CNews, Europe 1, Les Échos, Le Parisien, j'en passe. Ah, mais je pense que c'est quelque chose que la classe politique de la gauche et de l'écologie, en tout cas, notre camp politique, n'a pas encore complètement intégré. Elle est vraiment à fond concentrée sur des explications sociologiques, alors que bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la vie politique de notre pays est fabriquée en grande partie par les médias. Alors comment on fait politiquement, qui influence terriblement. Vous qui êtes ancien journaliste, et l'avez longtemps été, un bon journaliste, comment stratégiquement vous imaginez ça ? Puisque le problème à vous entendre, ça serait beaucoup plus les médias que ce qu'évoque François Ruffin. Je pense que je n'ai pas la solution, mais je pense qu'il faut trouver un moyen de réinvestir les médias, de les dénoncer. C'est-à-dire que moi, j'adore, quand je vais dans les médias, j'adore leur dire « Mais pourquoi vous faites ça ? Et pourquoi vous faites ci ?» Et ça, vous avez remarqué que... Alors souvent, l'autre jour, j'étais sur BFM, et on me fait parler après Robert Ménard. Robert Ménard. Et alors... on me dit, oui, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Robert Ménard ? Je dis, mais déjà, pourquoi je devrais répondre à ce que dit Robert Ménard ? Et pourquoi il est toujours sur votre chaîne, Robert Ménard ? Alors, on me dit, mais il est là parce que... Ben non, je dis, il est là pourquoi ? On parle des législatives, on parle de la composition d'un futur gouvernement. Lui, il est là, j'ai vu, il est là en tant que maire de Béziers. Ah oui, mais on interroge les maires, vous savez. Je dis, non.
Menard, il est sur votre antenne tous les jours. Et Béziers, je crois de mémoire, ça doit être la 59e ou 49e ville en termes d'importance si on se fie à la population. Il n'a aucune légitimité particulière pour intervenir tous les jours pour commenter la vie politique nationale. Donc, il y a un choix très très clair de BFM TV en mettant Ménard à l'antenne tous les jours, qui est en réalité, bien évidemment... je choisis mes mots. En tout cas, c'est un porteur des idées de l'extrême droite. Bien évidemment, on fait un choix. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que d'ici un an, Rodolphe Saadé, le milliardaire propriétaire de CGA, CGM, sera toujours propriétaire de BFM? J'ai pas D'abord, c'est un vrai sujet, justement. Quelle est aujourd'hui la contre-attaque médiatique que l'on peut opérer? Quels sont les médias que l'on peut mettre en place? Reporter est un de ces médias. Qui est un média d'information, qui nous alerte sur des sujets importants qui sont souvent invisibilisés par les médias dits traditionnels, les médias dits mainstream. Mais c'est des solutions comme Reporter, mais qui passent par des financements différents, par des financements de citoyens et citoyennes. Moi, j'aurais adoré j'ai été ulcéré par ce qu'a fait l'Arcom lorsqu'ils ont réétudié les fréquences des chaînes sur la TNT. CNews, je le dis vraiment très très clairement, n'aurait jamais dû voir sa fréquence confirmée par l'Arcom. C'est un scandale absolu, un scandale démocratique. Puisque c'est une chaîne d'extrême droite et qui ne répond pas à ses obligations conventionnelles, qui est prise en défaut chaque jour parce qu'elle diffuse des fausses informations. C'est pas juste parce qu'il y a des militants d'extrême droite sur les plateaux à longueur de journée, c'est parce qu'elle désinforme. Et donc, l'Arcom ne fait pas son rôle. Alors qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Dire, ok, on laisse une chaîne d'extrême droite, ok, mais mettez dans ce cas-là au moins une chaîne qui assume aussi d'avoir un positionnement de gauche. Voilà. Donc il y a beaucoup de moyens de pression, mais c'est très très compliqué. On lutte contre un système qui est très très puissant. Pause. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je ne sais pas pourquoi je compte d'ailleurs. C'est pour noter des marques pour le camarade Baptiste. On va redémarrer. Pardon. Ah si, il faut que j'appuie sur ce bouton aussi. Réinitialiser. 1, 2, 3. Aymeric Caron, on a parlé politique. On va parler d'un autre genre de politique dans lequel vous êtes beaucoup investi depuis longtemps et apparemment totalement différent. Les animaux. Est-ce que, déjà simplement, vous pourriez nous définir ce que c'est que le spécisme et l'antispécisme? Alors effectivement, je défends les droits des animaux depuis un certain nombre d'années maintenant et j'ai fondé un parti qui est à la fois écologiste, d'écologie radicale, anticapitaliste, non violent et donc qui assume aussi d'être un parti antispéciste. Alors le spécisme... c'est ce biais intellectuel qui nous autorise à discriminer des individus en fonction de leur espèce. C'est-à-dire que on va bien traiter son chien, on va le soigner, on va le considérer comme un membre de notre famille, on va lui donner un prénom. S'il a un bobo, on va tout de suite aller chez le vétérinaire. Le jour où il décède, c'est un drame. Et puis, le cochon, par exemple, qui est pourtant un animal qui a à peu près les mêmes caractéristiques physiologiques et intellectuelles, et même d'ailleurs au test d'intelligence, le cochon fait mieux que le chien. On peut également l'apprivoiser, on peut également lui donner un prénom, etc., etc. Mais le cochon, non. On le considère comme un objet. Pourtant, si vous le mettez dans les mêmes conditions, vous le frappez, si vous le mettez dans un endroit où il est complètement enfermé, etc., il souffrira de la même manière que souffrirait votre chien. Mais nous, humains, avons décidé que le chien avait le droit d'être bien traité, mais que le cochon, on le traiterait comme un objet. Eh bien, c'est ça, le spécisme. C'est de manière arbitraire, considérer pour deux individus qui ont à peu près les mêmes caractéristiques de sensibilité, d'intelligence, de capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, de considérer qu'il y en a un des deux qui sera bien traité et l'autre qui sera mal traité. Et donc, des antispécistes, comme nous, considérons qu'il faut que cela cesse, que ça fait partie des combats que l'on doit mener, comme on a mené des combats pour les humains, des combats pour que tous les humains, quelle que soit leur peau, leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle, leur genre, que tous ont les mêmes droits, alors que dans l'histoire, on a dû se battre pour beaucoup de catégories d'humains. Et nous, on veut augmenter la sphère de considération morale en disant
l'égalité entre les individus, l'égalité de droit ne doit pas s'étendre forcément aux humains, mais qu'on doit aller jusqu'aux non-humains. Ça ne veut pas dire qu'on veut donner aux animaux non-humains les mêmes droits que les humains, attention. Mais on peut donner quelques droits fondamentaux, comme par exemple le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être emprisonné. Vous voyez ? Donc il y a quelques fondamentaux qu'on pourrait comme ça établir pour tous les animaux sentients, les animaux qui souffrent, les animaux qui ont un univers mental, qui éprouvent des émotions, de la tristesse, de la joie, et ainsi de suite. En quoi est-ce une question politique dans un contexte où la question sociale est redevenue extrêmement importante, où la question écologique est elle aussi extrêmement pressante, et où on rentre dans des situations de radicalisation du capitalisme qui conduit, comme vous l'avez dit, à une forme de dictature feutrée, pour reprendre vos mots. Est-ce que la question spéciste ou antispéciste n'est pas accessoire par rapport à la gravité de ces autres situations ? Évidemment, ça, c'est ce qu'on va souvent nous répondre. On va nous dire, oui, on comprend, c'est pas bien d'être de malmener un cochon, un poulet, ou un lion, ou de tuer des éléphants en les braconnant, c'est pas bien, mais il y a quand même plus urgent. Hein, y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Et nous disons, c'est pas que c'est plus ou moins urgent, c'est que si on est contre l'injustice, contre toutes les injustices, tous les combats doivent être menés en même temps et on ne doit pas en laisser un de côté sous prétexte que ça ne concerne pas des humains. Précisément, c'est un raisonnement spéciste. Ça ne veut pas dire que ça doit devenir non plus la priorité numéro 1, ça veut dire menons ce combat également. Et en quoi ce combat serait-il utile à, par exemple, la lutte sociale et la lutte contre l'injustice entre humains ? Excuse-moi, pardon. En quoi ce combat serait-il relié, articulé avec le combat pour la justice sociale ? Parce que c'est un combat pour la justice. Donc, la manière que l'on a chacun d'appréhender notre présence sur Terre et notre rapport aux autres peut varier en fonction des individus. Mais souvent, le camp politique auquel nous appartenons, puisque si on est là aujourd'hui tous ensemble, c'est qu'on doit penser quand même pareil sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le fait que nous refusons les injustices qui séparent les individus, nous sommes plutôt pour le partage des richesses, nous sommes pour la solidarité si l'un ou l'une d'entre nous se trouve dans la difficulté. Je pense que ça, c'est des fondamentaux sur lesquels on va s'accorder. Sans doute aussi que sur la question écologique, on aura aussi beaucoup de points d'accord sur le fait qu'il faut respecter la vie qui nous entoure. Là, après, on aura plusieurs manières de le faire et c'est là qu'il y aura des distinctions entre nous. Et nous, et c'est le propre des antispécistes, on n'arrête pas cette réflexion aux humains. Et quand on est motivé, habité par l'idée qu'il faut combattre les injustices où qu'elles se trouvent, vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme, on ne l'accepte pas. Vous êtes discriminé parce que vous êtes homosexuel, on ne l'accepte pas. Vous êtes discriminé parce que vous n'êtes pas un humain, mais que néanmoins vous avez beaucoup de caractéristiques en commun avec les humains, on ne l'accepte pas non plus. Est-ce qu'il pourrait y avoir un antispécisme d'extrême droite ? J'ai pas vu encore. Il faudrait pour ça que les gens d'extrême droite aient une capacité assez développée à l'empathie. Et je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui les caractérise le plus. Marine Le Pen s'est mise en scène avec son chien ou son chat, je ne sais pas. Oui, les pauvres. Sans aller au point Godwin. Les nazis et Hitler... mais non, mais ça, c'est une légende. Non, mais allez-y, dites-le. Ah nous, oui, ouais. parce que, mais je pense que c'est Luc Ferry, je crois, qui avait dû ressortir cette légende urbaine. Non, pas tout à fait. Hitler était végétarien et on trouve des écrits, non, mais tu sais, ça a été démonté par des historiens. Hitler n'était pas végétarien. Hitler mangeait de la viande. Il avait simplement des problèmes de santé et son médecin lui avait dit il faut que vous arrêtiez la charcuterie, tout ça. Et il n'avait aucune empathie particulière pour les animaux, Hitler. Ce qui a été raconté à un moment, c'est que les Allemands du Troisième Reich avaient fait passer les premières lois de protection des animaux, ce qui est aussi une fake news. Alors, il y a une crise agricole extrêmement importante et la crise de l'agriculture est très largement liée à une logique d'industrialisation de l'agriculture, d'expulsion finalement de la petite paysannerie au profit de grandes agro-industries. Or, cette petite paysannerie, qui est souvent dans des paysages de montagne et généralement en polyculture, avec un élevage relativement restreint. Est-ce qu'un antispéciste peut se dire, face à ça, on va discuter avec la Confédération paysanne, par exemple, et admettre
que oui, on peut faire de l'élevage et donc tuer des animaux de temps en temps, parce que cette priorité aussi bien sociale que écologique par rapport au paysage, à la biodiversité des paysages est importante. Bien sûr qu'on discute, on peut discuter avec la Confédération paysanne. Nous sommes alliés à la REV avec la France Insoumise, qui n'est pas antispéciste. Même s'il y a des antispécistes à la France Insoumise, je vous le dis. Ah, merci. Ah, merci d'être là. Oui, on va être de plus en plus nombreux, mais non, on va transformer la FI qui va devenir aussi antispéciste, vous allez voir. Mais nous, ce qu'on s'est dit à la REV, on partageait tellement avec la FI que l'alliance nous paraissait naturelle. Et même s'ils ne vont pas aussi loin que nous sur la question animale, on s'est dit que de toute façon, même sur cette question-là, on a un travail commun à faire sur 10, 20, 30, 50 ans. Pourquoi ? Parce que avant d'arriver à un système où il n'y aurait plus d'exploitation animale, parce que c'est ça qu'on demande, nous, à la REV. Nous, on dit une société peut exister sans exploitation animale. C'est-à-dire, il n'y a plus d'élevage, effectivement, il n'y a plus de zoo, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus de pêche. Il y a des gens qui disent « Oh là là, mais c'est quoi cette société ?» Mais pour nous, c'est une société très heureuse. Une société où on respecte tellement les individus qu'on respecte même les individus non humains et on les laisse vivre tout simplement à partir du moment où ils ne nous importunent pas. Mais on se dit qu'avant d'arriver à cette société, on a un énorme travail à faire pour améliorer la chasse, l'améliorer au sens où on crée des week-ends sans chasse, des périodes de vacances pendant lesquelles il est interdit de chasser, bref, des périodes de transition tout simplement. Et ça concerne aussi l'agriculture. Nous avons en commun avec la France Insoumise et avec des gens qui prônent une paysannerie vertueuse, de voir la suppression des élevages industriels. Et ça va déjà prendre quelques décennies. Donc bien sûr, toute cette étape qui consiste à dire on va faire un travail d'éducation aussi pour expliquer pourquoi on n'a pas besoin de manger de la viande autant qu'on le fait aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de manger de la viande pour être en bonne santé, et ainsi de suite. Voilà, là on a déjà, à mon avis, un demi-siècle de travail en commun. Et de faire une alliance avec les petits paysans ou les moyens paysans ? Bien sûr, on a ce travail. Et ensuite, nous, dans notre idéal, c'est une question éthique parce que notre écologie est éthique. C'est d'ailleurs la différence qu'on revendique avec nos amis, c'est nos camarades aussi d'Europe Écologie Les Verts qui sont devenus les écologistes, c'est que nous, on revendique une écologie profondément éthique. Du coup, c'était pas compliqué de faire une alliance avec le Parti communiste dont le secrétaire général Fabien Roussel, il y a un an, avait dit défendu le barbecue. Moi, je fais des barbecues, mais dessus, il y a des champignons, il y a un certain nombre des tomates. Donc, on n'est pas anti-barbecue. Du tofu au barbecue, par exemple. Le barbecue, il y a une grosse incompréhension sur ce qu'est un barbecue. C'est pas le barbecue qui pose problème, c'est ce qu'on met dessus. Donc, non, là où moi, je suis en opposition totale avec Fabien Roussel, c'est sur cette idée que la viande serait... Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des partis un peu réactionnaires. Ce que n'est pas le Parti communiste en lui-même, c'est Fabien qui là-dessus est un petit peu, un petit peu peut-être imbibé d'une culture un peu dépassée. Et c'est que la viande serait constitutive de notre identité culturelle. Non. On peut changer nos habitudes alimentaires sans que ce soit un drame et sans que la France soit défigurée. La viande industrielle se développe et, comme son nom l'indique, pour faire simple, elle est industrielle. Elle est poussée par effectivement des grandes entreprises. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans une logique où le végétarianisme ou le véganisme pourrait servir d'alibi à un développement encore accru de cette forme d'agro-industrie ? En quel sens ? Eh bien, que l'on observe que c'est mis généralement en place par des très grandes sociétés agroalimentaires. Et tu parles de la viande de synthèse, hein ? Par exemple, oui. Ou beaucoup de véganes, déjà, il faut le savoir quand même, ne font souvent leur nourriture eux-mêmes à partir d'ingrédients qu'ils achètent. Effectivement, il y a la solution de facilité, c'est d'aller acheter des steaks tout prêts. Je le fais moi parfois aussi, bien évidemment. Mais c'est pas que nous serions tout à coup, nous, des alliés du capitalisme ou du libéralisme parce que nous serions véganes. Simplement parce qu'on est nombreux sur Terre et que la question qui se pose, c'est comment on produit un bien qui est consommé par beaucoup de gens. Donc forcément, l'industrie et le capitalisme va s'engouffrer dans ce marché potentiel. Mais nous, on est responsable de rien. Et en plus, notre marché, pour l'instant, est quand même beaucoup plus petit, beaucoup plus resserré que le marché de la viande, qui lui est immense. Et d'ailleurs, le marché de la viande, c'est développé de cette manière-là parce que c'est le capitalisme qui avait besoin
d'avoir, comment dirais-je, un sujet, en l'occurrence notre alimentation, qui lui permet d'engranger encore plus d'argent, d'où toutes les campagnes pour faire croire qu'on a besoin absolument de manger autant de viande, de produits laitiers, et ainsi de suite. Donc au contraire, je pense que les véganes sont des résistants au système capitaliste. Je reviens à la discussion qu'on a eue précédemment sur les idées proposées par François Ruffin. Est-ce que le véganisme, le végétarianisme, les positions antispécistes sont pas politiquement quelque chose qui peut braquer une partie de la population dans les campagnes ou dans les petites villes? Et vous-même, au sein de Rêve, vous en avez expérimenté, puisque votre université d'été, votre journée d'été a été très durement attaquée par des gens qui se disaient agriculteurs. Bien sûr. Et est-ce que... Ben voilà. Pour en avoir discuté avec François Ruffin il y a un certain temps déjà, François est choqué par ces idées-là, par exemple. François... De l'antispécisme. Ouais, il comprend pas notre opposition à la chasse. Il est dans une vision qui lui est propre, où il considère que la chasse, c'est un droit propre à chacun qui permet d'ailleurs d'aller chercher sa propre nourriture. Mais c'est une vision un peu fantasmée de la chasse. Hein. En gros, ce serait une manière aussi d'avoir un gain de pouvoir d'achat supplémentaire en allant chasser, tel l'homme des cavernes, sa propre nourriture, alors qu'on sait très bien que ça, c'est complètement marginal dans la pratique de la chasse. Mais la Rêve, on assume d'être révolutionnaire dans nos idées. Très modestement, je me suis retrouvé député parce que je me suis allié à la France Insoumise, qui elle-même s'est alliée à d'autres partis. On a fait la NUPES puis le Nouveau Front Populaire. Mais quand j'ai créé ce parti, je me suis jamais dit je crée un parti qui va me permettre d'être député. Et il se trouve que mon parcours a été ce qu'il a été, mais nous avions à l'origine créé notre parti pour insuffler des idées nouvelles dans le débat. En fait, c'est un avantage que de ne pas avoir à se poser de questions sur la manière dont on veut prendre le pouvoir. Ce qui est le cas de la Rêve. La Rêve ne se demande pas comment on va prendre le pouvoir. Moi, je trouve que notre démarche, elle est assez proche du NPA en réalité. Et pour vous dire la vérité, lorsqu'on a créé la Rêve, j'ai dit, venez, on va faire le NPA de l'écologie. C'est-à-dire qu'on va être là, on fera des petits scores aux élections, mais on va raconter des choses, et on sera radicaux, et on va essayer de déplacer les curseurs. C'était ça notre objectif. Il semblerait donc qu'Aymeric Caron n'ait pas d'ambition présidentielle. Ou alors je m'y prends très mal. Ouais. Vous avez toujours été végétarien ou comment c'est venu cette préoccupation qui est devenue une conviction et qui structure votre vie? Alors, j'ai pas toujours été végétarien, mais j'ai toujours été antispéciste. C'est-à-dire que, d'aussi loin que je me souvienne, mes premières réflexions sur les animaux, c'est-à-dire que j'avais dans ma tête, je devais avoir 3, 4, 5 ans, je ne supportais pas de voir souffrir un animal. Il y a une expérience qui vous a frappé? Aller dans un refuge, par exemple, pour aller adopter un chat, voir tous les autres chats, j'étais tout petit, dans des cages, ensuite, c'était un traumatisme de plusieurs jours pour moi. Je me souviens très bien, regarder des reportages animaliers à la télévision où il y avait des animaux maltraités, c'était une vraie souffrance. Et surtout, je posais des questions à mon entourage, à mes parents. Et je leur disais, mais pourquoi on les tue, les animaux, pour les manger? Et j'avais les réponses qu'à l'époque, on faisait tout le temps. On disait, non, mais on les tue parce que c'est l'ordre des choses. Les animaux se mangent entre eux, nous, on mange des animaux, c'est comme ça. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était pas normal, qu'il y a un truc qui n'allait pas, il y a un truc qui correspondait pas. Et puis, en grandissant, j'en ai mangé de moins en moins, jusqu'au jour où j'en ai plus mangé du tout à l'âge de 18 ans, je crois, 18 ou 20 ans. Et ensuite, j'ai entamé autre chose, une autre démarche qui était celle d'essayer de comprendre les logiques qui étaient les nôtres à l'égard des autres animaux. Et puis, ça a donné plus tard des livres, etc. sur le sujet. Pause. On va aller sur Gaza maintenant. Aymeric Caron, député du 18e arrondissement de Paris, notamment, apparenté LFI, parti Rêve antispéciste. Nous sommes en grand entretien, mais au village des médias indépendants de la Fête de l'Humanité. Et donc, une idée forte, c'est que Aymeric Caron va aller voir Fabien Roussel en lui proposant de faire un barbecue au soja. Je sens qu'il va être enthousiasmé par ma proposition.
c'est sûr. Demain, on lui dit. Vous vous êtes engagé de manière extrêmement vigoureuse et je trouve courageuse après le 7 octobre à propos de Gaza. Est-ce que je peux me permettre de te couper? Il n'y a aucun courage dans ma démarche. Oui, bah Non, il n'y a aucun courage. Je le dis comme je le pense. En revanche, je suis estomaqué par la lâcheté de la plupart du personnel politique français sur ce sujet, sur Gaza. Donc c'est en public, merci. Alors quand tout le monde recule et qu'on bouge pas de place, en gros on est en avant, donc c'est un peu courageux. Mais c'est pas, la question n'est pas là, en fait. Pourquoi avoir pris une position aussi forte et continue, surtout, à propos des crimes de guerre, voire du génocide qui est commis par l'État israélien dans le territoire israélien, dans le territoire de Gaza et de plus en plus en Cisjordanie, c'est-à-dire en Palestine occupée? D'abord, tu as pris une précaution oratoire que je ne prendrai pas parce que pour moi, ce serait s'éloigner de la réalité. C'est un génocide. C'est un génocide qui se déroule sous nos yeux depuis maintenant 11 mois à Gaza et qui effectivement s'exprime d'une autre manière. Il faudra en parler autrement en Cisjordanie. C'est la plus grave ignominie que j'ai eu à observer de mes yeux depuis que je suis né. J'ai grandi dans un pays qui m'a vanté des valeurs humanistes, qui m'a dit que nous étions, nous Français, un exemple pour nombre de pays dans le monde, une magnifique démocratie qui sait toujours défendre les droits humains lorsque c'est nécessaire, qui sait aller dénoncer les exactions contre des humains dès qu'elles ont lieu quelque part. Et là, tout à coup, j'ai compris, même si j'étais plus complètement naïf, à 52 ans, on n'en a plus 20, j'ai compris que tout ça était un grand mensonge et que tout ce à quoi je croyais était beaucoup moins solide en réalité. J'ai vu dans l'hémicycle le cynisme de mes collègues, la lâcheté, je reprends le mot. Et je n'ai pas compris, je l'avoue, je n'ai pas compris. J'ai découvert autre chose de l'humanité que j'habite depuis plus de 50 ans, que je ne soupçonnais pas. Je pensais que nous étions à peu près à l'abri de la barbarie et j'ai constaté qu'en fait la barbarie elle était là, en germe, prêt à jaillir tout autour de nous. Parce que quelqu'un qui est capable de se taire lorsqu'il voit des enfants qui sont écrabouillés, qui sont démembrés, qui sont décapités, qui sont brûlés, quelqu'un qui est capable de se taire, qui est capable d'aller ensuite passer sa journée comme si de rien n'était, ou qui dit tout simplement « je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir », quelqu'un qui est capable d'être absolument indifférent à la destruction systématique, organisée, orchestrée, de dizaines de milliers d'enfants, de nourrissons, eh bien cette personne, je ne la considère pas comme une personne avec laquelle j'ai un commun valorisant. Donc tout à coup, mon univers s'est effondré. Les gens qui étaient sur les bancs de l'Assemblée, je ne parle pas bien évidemment ceux de mon groupe, mais ceux un peu autour, tout à coup j'avais honte de siéger avec eux. J'ai honte du pays dans lequel j'habite. J'ai honte de son expression politique. Et je trouve que c'est un test pour l'humanité fondamental ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Que Gaza nous a séparés entre des gens qui ont une conscience, des gens qui croient en l'humanité et qui pensent que c'est la priorité absolue, celle qui, à la fin des fins, au-delà de toutes nos différences d'opinion, de goût, de culture, de modèles politiques qu'on imagine, eh bien, il y avait quelque chose, un commun qui nous réunissait tous, c'était ça. On ne tue pas un innocent, on ne tue pas un enfant. C'est inadmissible, c'est la barbarie pure. Et j'ai vu non seulement qu'il y avait une indifférence à ce qui se passait à Gaza, mais pire, qu'on m'a expliqué qu'on devait faire un tri dans les vies humaines et que certaines étaient dénoncées, la mort de certains humains et certains enfants étaient dénoncés à très juste titre. Je parle bien évidemment des victimes des atrocités du 7 octobre, qui nous ont tous effrayés et qui ont été dénoncés à juste titre. Et puis on nous expliquait que ce qui se passait à Gaza juste après, en revanche, ça n'avait pas d'importance. Donc, j'ai découvert que le racisme, qui est encore très présent en France, mais également dans d'autres pays, eh ben, il avait encore des effets très concrets. C'est-à-dire de considérer que la vie d'une personne, parce qu'elle est arabe, parce qu'elle est musulmane, finalement, vaut moins que
que la vie d'autres personnes. Parce que c'est aussi un problème de racisme, ce qui se passe à Gaza. À titre personnel, ma vie a changé depuis 10 mois. C'est pas que j'ai plus les mêmes priorités, c'est la continuité de tous mes combats. Tu sais, moi, j'étais reporter de guerre. J'étais journaliste, j'étais reporter de guerre, j'ai couvert des conflits. Et je m'étais toujours dit, pourquoi tu es reporter, tu vas faire des conflits, j'ai fait la guerre en Irak, par exemple. Et je disais, je ne comprends pas la barbarie humaine, je ne comprends pas ce qui va pousser un individu à tuer son voisin. Comme on l'a vu dans des tas de conflits, les conflits de l'ex-Yougoslavie, etc. Tout à coup, il y a des amis, des voisins, ils habitent la même rue, les enfants jouent ensemble, et tout à coup, en quelques semaines, ça bascule, et on va se retrouver avec un type qui va aller en tuer un autre. Bon, je ne comprenais pas ça. Et donc, c'est pour ça que pendant des années, je suis allé sur des terrains conflictuels pour essayer de comprendre tout ça. Ce qui se passe à Gaza, je ne l'ai jamais vu. Donc, l'indignation qui est la mienne, elle est la continuité aussi de quelque chose qui m'habite depuis longtemps. C'est toujours... je ne supporte pas la violence qui est faite à un individu innocent. Et si on se tait sur ce qui se passe à Gaza, on tue l'humanité. Donc c'est extrêmement important que nous soyons tous, nous qui sommes conscients de ce qui se passe, que nous soyons tous extrêmement mobilisés et audibles sur la question. Vous avez été frappé par le cynisme de vos collègues députés. C'était quoi ce cynisme? C'est quoi qu'il y a derrière ce cynisme? Écoutez, je suis tellement écœuré. Moi, franchement, j'ai perdu tout respect pour au moins la moitié de l'hémicycle. On parle de députés qui ont dit soutien inconditionnel à un pays dont on savait déjà qu'il était en train de tuer des innocents. Soutien inconditionnel à des entreprises délibérées d'élimination d'innocents. On sait tout ça. Ou alors, on a des députés qui sont vraiment les plus nuls du monde, qui ne lisent aucun article, qui ne lisent pas Haaretz, qui ne lisent pas les médias indépendants israéliens, qui ne savent pas que l'intelligence artificielle est utilisée par l'armée israélienne en ce moment même pour aller cibler certaines personnes en sachant exactement le nombre de civils qu'ils tuent en même temps. Alors, il y a des ratios qui sont appliqués, 20 civils pour un type présumé du Hamas, et ainsi de suite. Bref, des médias qui vous expliquent très bien que c'est pas des dommages collatéraux, qu'ils travaillent avec tellement de précision, au contraire, qu'ils savent qui ils tuent, à quel moment ils les tuent et pourquoi ils les tuent. Bon, et quand, en sachant cela, on a quand même des députés qui disent non, droit à se défendre, soutien inconditionnel. Mais je dis, mais c'est pas possible, c'est pas l'Assemblée de mon pays, c'est pas l'Assemblée dans laquelle je suis moi-même élu. Parce que ce sont des gens qui soutiennent la barbarie. Comment vous expliquez ce soutien inconditionnel à l'État d'Israël, au demeurant gouverné depuis longtemps maintenant par l'extrême droite? D'abord parce qu'il y a un travail de lobbying très intense du gouvernement israélien, de ses différentes nuances depuis des décennies, à travers des relais politiques. On a des députés qui très clairement ont des liens très forts, qui vont parfois en voyage payés par des organismes qui sont censés justement faire la propagande d'Israël, qui vont en voyage sur place. On a également le rôle, je vais encore me faire des amis, mais bon, je crois que j'en ai plus beaucoup en ce moment, en tout cas sur ce sujet, le rôle du CRIF. Il va quand même falloir un moment... Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, si je ne me trompe pas. Ouais. Le CRIF, aujourd'hui, est devenu un relais de la droite raciste israélienne. Donc, comment se fait-il qu'une organisation qui est censée représenter les Juifs de France, dès qu'il y a une exaction commise par le gouvernement israélien, et moi je fais complètement la différence, pour moi il n'y a pas de rapport entre un Juif français et le gouvernement israélien, pour moi je ne le vois pas le rapport. Comment se fait-il qu'un représentant du CRIF aille tout de suite sur un plateau pour dire mais pas du tout, ce que fait Israël c'est très bien, c'est tout à fait normal, comment ça a été condamné par un tel, mais ce monsieur est antisémite, cette dame est antisémite, et le CRIF est responsable de la montée, d'une partie de la montée de l'antisémitisme en France, en faisant cet amalgame constant entre juifs, israéliens, soutien de Netanyahou, alors que tout ça n'a absolument aucun rapport. Pourquoi est-ce que la France, selon vous, ne fait pas comme l'Espagne ou l'Irlande, à
ou d'autres pays à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi, comme l'Afrique du Sud, ne dit-elle pas que ce qui se passe à Gaza est un génocide? D'abord parce que la France aujourd'hui est incarnée par certaines personnes qui n'ont pas envie de le dire. J'ai entendu hier, comme vous tous, j'imagine, Dominique de Villepin. Nous ne sommes pas du même camp politique, bien évidemment, mais je trouve qu'il a des positions admirables sur Gaza depuis bientôt 1 an. Je ne sais pas pourquoi, je me dis que si c'était lui le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, nous aurions une autre position française. Est-ce que ce n'est pas aussi, derrière le soutien à l'État d'Israël, un jeu de soutien et de poussée de l'extrême droite en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, qui se joue? Parce qu'en fait, l'extrême droite a abandonné l'antisémitisme qui était dans sa nature, au moins apparemment. Elle fait mine de l'avoir abandonné, oui. Oui, pour se ranger totalement derrière les atrocités commises par l'État israélien. Oui. Il y a une stratégie de l'extrême droite, on le voit pas qu'en France, dans beaucoup de pays européens, qui consiste effectivement à devenir des soutiens inconditionnels d'Israël, alors que l'antisémitisme, on le sait très bien, fait partie de l'ADN de l'extrême droite. Et officiellement, aujourd'hui, ils ont remplacé leur antisémitisme par l'islamophobie. Mais ça n'explique pas pourquoi la France reste aussi silencieuse. Si la France, c'est-à-dire le président, notre ministre des Affaires étrangères, notre diplomatie, c'est qu'il y a d'autres choses qui jouent. D'abord, je pense aussi qu'on a une classe politique à la tête de l'État inculte. Ce sont des gens assez jeunes, une quarantaine d'années. Je ne sais pas ce qu'ils connaissent vraiment de l'histoire du Proche-Orient. Et puis ensuite, je pense qu'ils sont sous l'influence des États-Unis et qui n'ont absolument aucun courage, une fois de plus, pour essayer de prendre du recul par rapport aux pressions américaines, pour essayer d'avoir une voix forte. Puisque la France a complètement, depuis à peu près la fin du mandat de Jacques Chirac, a complètement abandonné sa position historique, solide, qui est de défense du droit international dans la région. Qu'est-ce qu'on fait quand on est de gauche, qu'on espère vivement que Trump ne sera pas élu aux États-Unis, mais que le candidat du Parti démocrate, Kamala Harris, est manifestement dans la foulée de Joe Biden, c'est-à-dire un soutien quasiment inconditionnel à l'État d'Israël, puisque les États-Unis fournissent toutes les armes qui permettent au génocide de se produire? Le problème, vous avez raison, c'est que... Alors c'est Stein, hein, je pense qu'il faut plutôt observer. On a une candidate écologiste, je crois. Oui, mais on peut craindre que Jill Stein n'aura pas un grand succès à la campagne. Mais elle a il y a des choses intéressantes qui sont dites. Non, mais non, c'est très ennuyeux. Alors... Parfois, on a eu un petit espoir, c'est-à-dire qu'on a Netanyahou qui est allé aux États-Unis pour parler devant le Congrès, et Kamala Harris a boycotté pour marquer un peu sa désapprobation. Il paraît, nous dit-on, que l'entretien ensuite a été pas très cordial entre les deux. Mais je suis comme toi, j'entends ce qu'elle dit depuis à nouveau là, quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas du tout encourageant. Donc, si on est de gauche et qu'on est pour le respect des droits humains partout dans le monde, on se désespère de ce qui se passe aux États-Unis. Et si on est écologiste, pourquoi est-on aussi frappé, et le mot est évidemment faible, par le drame qui se passe à Gaza? En quoi ça concerne l'écologie? Bon, si je te faisais une réponse très basique, je pourrais te parler, mais c'est tellement anecdotique dans l'histoire. Allez-y. Non, je pourrais te parler de la destruction totale d'un territoire. Ce serait presque caricatural, donc je ne le ferai pas te parler de toutes les pollutions évidemment engendrées par les tonnes et les tonnes de bombes qui ont pourri ce territoire pour je ne sais combien de temps. Mais non, c'est pas ça. Un écologiste, pour moi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question de la vie. Donc, et la vie sous toutes ses formes. Et en premier, bien évidemment, la vie humaine. Puisque si on est écologiste, c'est qu'on s'interroge déjà sur notre propre survie dans cet univers en tenant compte des ressources qui nous entourent. Donc un écologiste est d'abord et avant tout un humaniste. Et il ne peut pas rester indifférent à un être humain qui souffre. Ça n'est juste pas possible. Et c'est d'ailleurs, nous, ce qu'on essaye de faire à la Rêve, c'est de montrer la concomitance, la complémentarité de combats qui étaient un petit peu séparés jusqu'à présent, les droits de l'homme, le féminisme, les droits des animaux. On se dit, c'est quoi le lien? Nous, on essaye de faire une jonction entre tout ça. La cause écologiste ne peut être qu'une grande cause globale qui englobe tout ce qui fait que
chaque individu sensible sur cette planète, humain ou, en ce qui nous concerne, non humain, puisse avoir le droit à vivre une existence décente. Et on doit se battre pour chaque être humain. Et le niveau, une fois de plus, d'injustice, de souffrance qui est constaté à Gaza est tel que tous les écologistes doivent être outrés, mobilisés. Des gens n'ont pas compris pourquoi, effectivement, moi, je parle de Gaza à peu près 10 fois par jour sur ma timeline. Pas toujours, mais souvent. Mais parce que ça m'obsède. Ceux qui sont des soutiens à Netanyahou m'ont fait tous les reproches possibles et imaginables, antisémites, etc. Et bien évidemment, ils me disent « Oui, vous êtes obsédés par Israël ». Alors je leur réponds « Non, non, je ne suis pas du tout obsédé par Israël, pas du tout. Par contre, je suis obsédé par Gaza. Je suis obsédé par les droits des Palestiniens. Je suis obsédé par la Cisjordanie. Je suis obsédé par les souffrances intolérables que subissent ces êtres humains qui sont aujourd'hui abandonnés par une énorme partie de la communauté internationale qui pourrait faire cesser le massacre demain, si elle le choisissait. Et ça m'obsède. Et je n'arrive pas à comprendre comment certains de mes congénères autorisent de telles choses. Aymeric Caron, merci. Et merci au Village des médias indépendants et de toutes celles et ceux qui étaient là pour vous écouter. Merci. Merci à toi.